Raphaël. Bien, Monsieur le Consul général, Madame la députée, Messieurs les sénateurs, cher Pascal, cher Thierry et cher Maude, pardon, Monsieur le Président, cher John Raphaël, c'est ça, c'est à peu près ça. Et vous tous, soyez les bienvenus dans ce Sénat. Nous sommes heureux, nous trois les sénateurs, de vous accueillir ici dans ce palais du Luxembourg, auquel vous avez déjà pris un peu vos habitudes depuis quelques années. On vous reçoit de manière régulière et à chaque fois avec plaisir. Et j'allais dire, à chaque fois, il faut pousser les murs parce que vous êtes de plus en plus nombreux dans ce cercle Léonard de Vinci et ça prouve tout le succès qui est celui d'abord du président, mais de tous les administrateurs, parce que je sais que c'est un travail d'équipe, qui depuis plusieurs années avait lancé cette petite graine, l'idée de dire lançons ce cercle Léonard de Vinci, et puis au fil du temps, les idées, les projets, et maintenant les concrétisations sont venues. Et avec début janvier, je sais quelque chose qui tient au cœur du président, c'est ça, à Nogent, avec le 10 janvier exactement, avec l'inauguration du mémorial qui sera fait à Nogent. Et puis ce soir, c'est la remise des prix. Alors ça devient une habitude. Je suis particulièrement heureux avec mes deux collègues que vous remettiez ces prix littéraires ici au Sénat. On ne peut pas encore effleurer les noms, mais j'ai vu les noms des lauréats et surtout la qualité des ouvrages. Très heureux qu'on parle de culture. Que vous parliez de culture, ce qui prouve bien aussi que cette amitié franco-italienne, elle est basée sur des liens solides et anciens. Et je pense que justement d'avoir choisi des prix littéraires et de mettre l'accent à travers ces prix littéraires, vous avez touché un peu le cœur de ce qui fait nos relations, c'est-à-dire c'est un échange dans la pensée, dans la culture et surtout dans la perception d'un monde meilleur à travers ce que peuvent nous apporter les femmes et les hommes de lettres qui, à travers leur travail d'écriture et surtout leur vision du monde, créent du lien entre les pays, entre les habitants de ces pays et tout particulièrement entre la France et l'Italie. On pourrait faire, mais je suis sûr que le cercle fera un jour, toute une analyse de la relation entre la France et l'Italie à travers la littérature. Je ne m'y lancerai pas parce que je ferai certainement des oublis, mais je suis sûr qu'il y a quelques... Alberto le fera. Bon, mais je suis sûr que nous aurions beaucoup à dire sur ce sujet et que nous avons là un des fondements du lien entre nos deux pays. Alors moi, on m'a dit, et puis c'est marqué sur le papier, ouverture rapide du sénateur Lafont, donc je vais être rapide, mais au nom de Thierry, au nom de Pascal, nous vous souhaitons ici une bonne soirée, profitez de ces lieux, de cette ambiance et de cette atmosphère un peu particulière du Sénat, puisque nous sommes dans un endroit calme de la République, donc profitez, oui Madame la députée, profitez pleinement de ces lieux et de cette soirée, et par avance, félicitations à tous les lauréats des prix qui seront remis ce soir. Alors bonsoir à tous, je suis enchanté de voir autant de visages familiers ce soir. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir pris assez de temps pour venir nous retrouver et surtout à assister à cette 6e édition de nos prix littéraires. Comme à l'accoutumée, comme l'a dit le sénateur Lafont, le salon est complet. On refuse maintenant du monde, mais donc ça devient compliqué. Et on vous l'a dit, donc nous sommes à la veille d'une grande échéance qui se tiendra dans un mois, cette fameuse inauguration que tout le monde attend. Je me rappelle avoir déjà mentionné qu'une belle cérémonie requiert des moyens. Et grâce au soutien indéfectible de la Caisse d'épargne Île-de-France, nous pouvons réaliser cet événement chaque année. Alors, je suis ravi d'accueillir le membre qui était déjà l'année dernière à l'Assemblée nationale, Franck Michaud, qui est donc directeur à la Caisse d'épargne. Et au fil des éditions, de nouveaux mécènes nous ont accompagnés. J'en veux pour preuve la famille Lloyd, nos marbriers, la famille Fort-de-Laune, très impliquée dans le prix, et cette année, l'entrée de la famille Zanet, que j'ai vue tout à l'heure.
Alors, il y a aussi d'autres mécènes, mais je compte sur eux pour les futurs événements culturels du Cercle. Je pense qu'ils entendent mon message subliminal. Ensuite, il faut un lieu prestigieux. Et pour cela, je veux remercier les sénateurs du groupe d'amitié France-Italie de nous accueillir ce soir, en particulier Laurent Lafont, donc le président de la commission culture et vice-président du groupe d'amitié, pour son soutien continu, puisqu'il nous accompagne, nous, le Cercle Léonard de Vinci, depuis le début. Alors, il y a les fidèles qui ont pu se libérer, donc je vois Pascal Saboldelli, qui est un habitué, des nouveaux, comme Thierry Ménien, et puis il y a aussi des excuses venant de certains qui ont des contraintes parlementaires, comme Catherine Berletti, qui est habituée, ou Xavier Iacovelli. Alors rappelez-vous qu'en alternance, tous les 2 ans, on passe du Palais du Luxembourg au Palais Bourbon. Alors au Palais Bourbon, grâce à Maud et à Mathieu Lefebvre, qui est à côté. Et puis bientôt un nouveau, puisque Vincent, qui était maire, maintenant est député. Et donc, lui, par contre, c'est un vrai rital. Parce que Mathieu est allé à Nevers. Et aucun prix littéraire ne serait possible sans les auteurs, les maisons d'édition et le jury qui consacre son temps à dévorer des dizaines de bouquins pour y rechercher le meilleur. Alors, je n'ai pas le temps de les lire tous, mais vos œuvres nous enrichissent toujours. Alors, l'organisation d'un tel événement comme celui-ci repose également sur une équipe dévouée. Donc, je remercie chaleureusement Valérie avec son talent d'organisatrice. Merci. Et tous les bénévoles pour leur engagement depuis des années. C'est la 6e édition, ce qui veut dire qu'en dehors de celle où il y avait le Covid, on a toujours fait une séance une fois ici et une fois dans l'autre palais. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de compter parmi nous le nouveau consul général Jacopo Albergoni. Arrivé en septembre et qui succède avec beaucoup de talent et d'engagement Irène Castagnoli, et il est accompagné de la consul d'Italie Bianca Longobardi. Oh, alors, Andrea Macchioni, le conseiller de l'ambassade, m'a dit hier qu'il était booké avec la réception des délégations qui viennent pour l'ouverture de Notre-Dame. Et donc, lui et son collègue Carlo Siciliano ne peuvent donc venir. De toute façon, vous connaissez presque tous notre cérémonie des Léonards, qui a lieu chaque premier vendredi de décembre. Alors, ça se déroule en 3 parties. La première, c'est le concours des nouvelles, dirigé par Valérie Massé. La deuxième, c'est la catégorie roman, qui est dirigée par Nathalie Fordelone et présidée par Alberto Toscano. Et enfin, la remise des prix des personnalités de l'année pour clôturer la cérémonie. Exceptionnellement, nous avons découvert une jeune auteure de poésie, je l'ai vue tout à l'heure, qui a écrit son recueil à l'âge de 14 ans. Bien que ce ne soit pas un prix, nous tenions à l'encourager et à la mettre en avant. Sans plus tarder, nous allons commencer par les nouvelles de l'année 2024. Et je laisse la parole à Valérie. Donc, bonjour à toutes et tous. On s'est bien vu tout à l'heure à l'entrée. Depuis l'origine de notre concours littéraire en 2019, nous avions 2 catégories, la poésie et la nouvelle, en langue française et italienne. Puis en 2020, nous avons décidé d'élargir le concours en introduisant une nouvelle catégorie, le roman. Cependant, avec le temps, nous avons constaté que la poésie ne suscitait pas l'engouement vraiment espéré, ce qui nous a amené à prendre une décision difficile l'année dernière, à savoir suspendre cette catégorie. En revanche, nous avons tenu à préserver les nouvelles. Ce genre d'écriture fascinant et exigeant a su capter notre intérêt au fil des années en tant que membre du jury. Car écrire une nouvelle, c'est un véritable défi. En quelques pages seulement, l'auteur doit poser un décor, camper des personnages, leur donner une psychologie, tisser une intrigue et offrir une chute marquante. Une nouvelle, c'est un roman miniature ou parfois un film condensé. Cette année, les 28 contributions étaient particulièrement intéressantes, témoignant d'une grande créativité et d'une belle qualité littéraire. Le choix était ardu, car nous devions trouver un équilibre délicat, éviter l'écriture trop élitiste
tout en privilégiant celles qui pourraient toucher et plaire à un large public. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du jury des nouvelles qui se sont appropriés cette lourde tâche. 2 d'entre eux sont parmi nous, les autres sont malades, il y a eu plein d'absentéisme. Parmi nous, normalement, il devait y avoir Valérie Hulot, la mécène de notre prix, une des mécènes de notre prix, Philippe Guérardi, qui nous vient de Bretagne, et qui est le mari d'un auteur, et qui donc a l'habitude de lire des livres et des nouvelles. Et le dernier, donc arrivé dans notre équipe, et qui a remplacé une de nos collègues qui est décédée cette année, Marie-Lise Dantoine. Donc c'est Antonino Angelo Dionisi, et qui est tout jeune, qui a 24 ans, et qui est prof d'italien. Malgré l'absence de la catégorie poésie cette année, c'est avec elle que nous allons commencer. J'ai le plaisir de vous présenter Mélodie du chaos, donc un petit recueil de nos poésies, que Alessia Bouéry, qui a aujourd'hui 16 ans, avait donc écrit à 14 ans et qui a su remettre la poésie au centre de nos émotions. Nous avons décidé de l'encourager dans la voie d'écriture en lui attribuant une mention découverte junior que nous créons donc cette année. C'est grâce à son grand-père que j'ai eu connaissance de son recueil de poésie, car il cherchait un éditeur. Ma curiosité m'a poussée à l'acheter et à le lire en une nuit. Donc j'ai lu tous ses poèmes. Et je dois me dire que je me suis plongée dans ces pages. Alors au début en lisant de façon un petit peu académique. Et puis après, je vais lire avec mon cœur. Et là, j'ai été vraiment touchée par certaines de ses poésies. En 2019, j'ai reçu ici même le prix Pétrarque du Cercle pour mon poème « La fusion de l'eau et du feu ». Et donc, je sais qu'à travers l'écriture, il est possible d'exprimer nos émotions les plus profondes, parfois même des vérités qu'on n'ose pas dire autrement. L'adolescence, cette période où tout est chamboulé, le corps, l'esprit, des émotions qui partent très haut, trouvent dans la poésie un écho puissant. En lisant ces poèmes, j'ai retrouvé mes propres tourments d'adolescente et parfois même d'adulte, parce que des fois, on reste très très jeune dans la tête. J'ai souri et parfois même pleuré. J'espère que le poème que j'ai sélectionné saura vous toucher en pensant qu'elle n'avait que 14 ans au moment de son écriture. Ah, il s'appelle « C'est toi ma destinée ». Déjà à 14 ans, « C'est toi ma destinée », c'est bien. Si je devais t'écrire un poème sans te dire « je t'aime », je te regarderais. Je me noierais dans le noir de tes iris, quitte à m'y perdre. Le noir ne me fait pas peur. Je te ferai confiance les yeux fermés, car même les yeux fermés, c'est ton visage qui apparaît. Autant ces 7 lettres sont pour certains dures à prononcer, autant pour d'autres, il serait dur de s'en passer. Je pense que si je ne pouvais pas les utiliser, je me collerais à toi, je te prendrais dans mes bras en te serrant si fort que j'entendrai ton cœur battre à travers ma poitrine pour apaiser nos âmes en paix qui auront compris qu'elles ont trouvé leur moitié. Alors bravo Alessia pour ce joli poème. Et donc je vais appeler Maud Petit, qui connaît bien les affres de l'adolescence avec sa fille, certainement, et Mathieu Lefebvre, il est encore loin de l'adolescence. Qui est loin de l'adolescence, et donc il va remettre le diplôme. Alessia. Bonsoir. Je suis très émue d'avoir l'honneur de recevoir ce prix que vous me décernez ce soir, et recevoir une telle récompense m'encourage à continuer d'écrire. Il n'est pas facile de s'exprimer lorsqu'on est adolescent. Et l'écriture est un moyen pour moi de m'écouter avant tout, mais aussi de laisser parler mon cœur, afin de donner vie librement à mes émotions. Cela permet également aux parents de comprendre mieux leurs enfants, parce qu'au final, tout est une question de compréhension. J'ai appris que comprendre, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est aussi ressentir avec l'autre, c'est entrer dans son monde, dans ses silences, ses blessures. J'ai tenu à introduire ce poème dédié à l'Italie dans mon recueil, car il était important pour moi d'exprimer mon amour pour ce pays qui me tient à cœur. J'ai la chance d'être née d'un parent d'origine italienne et surtout d'avoir la possibilité de passer mes vacances d'été dans notre merveilleux petit village. J'aime sa beauté, ses valeurs et ses couleurs. Je souhaite remercier ma mère, qui n'a jamais douté de moi et qui m'a toujours soutenue, ainsi que mon père, qui m'a permis de donner vie à ce projet.
Un grand merci également à ma maison d'édition, les éditions du Panthéon, qui m'ont accompagnée dans cette aventure. Et bien sûr, je ne saurais oublier le cercle Leonardo da Vinci de m'avoir décerné ce prix. Cette association permet de promouvoir et de valoriser la culture italienne en créant des liens entre les descendants d'immigrés italiens et leurs racines, et je les remercie pour cet investissement. Grazie mille. Le secret de Salaï est une nouvelle captivante qui nous plonge dans l'univers de Léonard de Vinci à travers les yeux de son apprenti Salaï. Le récit intime et émouvant dévoile la complexité de l'apprenti, donc Salaï, un personnage oscillant entre admiration, rivalité et quête de reconnaissance. L'auteur recrée avec brio le cadre de la Renaissance, offrant des scènes saisissantes, comme la traversée des Alpes. La relation entre Léonard et Salaï explore les thèmes universels de l'héritage artistique et de la filiation spirituelle. Le retournement final, suggérant que Salaï pourrait être l'auteur de la Joconde, soulève une réflexion poignante sur la contribution des anonymes dans l'histoire de l'art. Avec une écriture très élégante, très visuelle, cette œuvre allie érudition et émotion, célébrant la lumière et l'ombre derrière toute création. Alors bravo Janine pour cette excellente nouvelle. Et j'appelle Tonino Panetta. Écoutez, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'avoue que c'est avec une très grande gratitude que je me présente devant vous. Et je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez dit par rapport à... Moi-même, je n'avais pas vu tout ça dans le fil de l'écriture. Et je découvre à travers tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où j'ai écrit les premiers mots de cette nouvelle, j'étais bien loin d'imaginer qu'ils allaient m'emporter dans un lieu aussi prestigieux et avec une si brillante compagnie. Et j'avoue que je suis très, très honorée que ce texte ait trouvé écho parmi vous, vraiment. Et ce concours que j'ai fait avec énormément de plaisir n'est pas seulement une mise en lumière de l'écriture, mais je trouve que c'est aussi un pont entre nos deux cultures, italienne et française. Vous savez, comme vous l'avez dit, je suis née et je vis à Annecy, donc en Haute-Savoie, et vous comprendrez bien que je suis très très proche de l'Italie, tant par la géographie que par son histoire. Et pour en revenir à ma nouvelle, comme vous en avez déjà dévoilé certains aspects, il faut que je vous dise que c'est un récit totalement fictif, voire même une uchronie, puisque vous avez révélé un peu la fin. Et effectivement, je compte le voyage de Da Vinci avec Salaï, par la voix justement de Salaï. Du coup, j'ai ajouté quelques péripéties pour un peu pimenter le récit. Et pour ceux qui connaissent Annecy ou qui ne connaissent pas, il y a une rumeur qui court à Annecy, selon laquelle Da Vinci se serait rendu au sommet du Semnoz. Le Semnoz, c'est une montagne qui domine Annecy, qui est très très proche d'Annecy. On y va en 20 minutes en voiture, mais du temps de Da Vinci, ça devait être un tout petit peu plus compliqué. Et donc, on dit qu'il a voulu embrasser pour une dernière fois l'intégralité des sommets des Alpes avant de rejoindre le Val-de-Loire. Et donc, c'est sans doute une légende, mais c'est ce qui m'a inspirée. Et donc, je vous remercie infiniment d'avoir récompensé cette idée. Voilà. Merci à vous. Moi, je mesure chaque jour un vrai bonheur. C'est d'appartenir à deux cultures et puis d'avoir la double nationalité. Et là, je m'adresse aux sénateurs parce que c'est une chance. D'aucuns ne le comprennent pas. Mais comme je le dis souvent, lorsqu'on est né dans un pays, puis qu'on habite un autre pays, et cela très jeune, c'est comme choisir entre sa mère et son père. C'est impossible. Et nous, les immigrés, c'est comme les assiettes fêlées. Voilà, on a beau les recoller, il y a toujours une fissure et qui nous poursuit un peu tout le temps. Mais voilà, j'espère que, comme moi, vous adorez bien sûr ces deux pays, mais que vous mesurez la chance
d'habiter les 2 plus beaux pays du monde, l'Italie un tout petit peu plus beau que la France, qui ont les deux meilleures cuisines du monde, l'italienne un petit peu meilleure, et les 2 plus belles capitales du monde, Rome et Paris. Rome, bien sûr, un tout petit peu plus belle. Un tout petit peu plus vieille. Maintenant au prix Claude Manucci. Donc en fait, ce prix décerne un prix du cœur, parce que c'est le prix Sénèque qui est en premier, on va dire. Mais après, il y a le prix du cœur. Si on trouve une autre nouvelle qui est aussi d'excellence, on la prime avec ce prix Claude Manucci. Alors, il est attribué, je veux dire, cette année, nous l'avons attribué à Jean-Michel Marche, alors donc, qui nous vient, lui, de Meurthe-et-Moselle. Il est né en 1946. Il fut enseignant de collège à multiples facettes et a élevé ses 4 enfants. Il peint peinture sur toile, bois, papier, et depuis quelques années, il a sa propre maison d'édition. Parallèlement, il écrit des nouvelles, beaucoup, et avec des succès modestes, dit-il. Des romans sans pour l'instant trouver d'éditeur. Donc peut-être qu'un jour, s'il y en a un parmi vous qui veut le lire. La participation à des concours de nouvelles lui permet de belles rencontres d'écrivains et d'écrivaines, parfois professionnels, et il a gagné quelques concours quand même de nouvelles. Tout comme Le Secret de Salaï, cette nouvelle a été très très vite identifiée et s'est détachée du lot. Alors le passage, elle s'appelle Le Passage. C'est une œuvre lumineuse qui peint avec poésie la vie dans une cité ouvrière, ses paysages nostalgiques et son quotidien vibrant. À travers Ludo et Lucas, 2 enfants, en quête d'aventure, comme tous les enfants, vous savez, on passe un tunnel, c'est la grande aventure. Ce récit célèbre l'enfance et l'imaginaire, où un simple tunnel devient une porte vers l'inconnu. Emilio, vieil immigré italien, personnage chaleureux et attachant, incarne la mémoire et l'héritage des anciens, enrichissant les liens entre générations. Avec son mélange d'humour, de tension et d'émotion, l'histoire garde le lecteur captivé tout en explorant le thème universel du passage à l'âge adulte. Le tunnel devient une métaphore du changement, marquant la fin de l'insouciance et l'éveil à une nouvelle maturité. Porté par une plume lyrique, le passage est une célébration intemporelle des souvenirs, des rêves et de la transmission entre générations. Alors, merci à Jean-Michel pour cette émotion que nous avons ressentie en lisant cette jolie nouvelle. Et là, j'appelle Bianca. Je viens du pays haut de la Meurthe-et-Moselle, pays de mines. Et dans les classes primaires et collèges, on devait être, on va dire, 6 franco-français. J'appelle ça comme ça parce qu'il faut bien trouver une terminologie. Tous nos copains étaient italiens, polonais, algériens. Et notre vie, c'était le jardin d'un tel, la pétanque ou les boules avec les autres, les promenades dans les cités en patin, roulette, etc. Et on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir des différences. Le parrain de ma sœur cadette est un Italien, de Pienne donc, qui a fui en 1942 les Allemands qui arrivaient et qui a fondé sa famille à Châtellerault. Et on est resté en lien avec eux jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on revoit Viviane Ugolini de temps en temps quand on passe vers Poitiers. Donc mon attachement à l'Italie vient de ces enfants que j'ai connus quand j'étais enfant, puis de ces enfants que j'ai connus quand j'étais professeur. Ma femme était professeure dans le PIO et ça a baigné toute notre jeunesse. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je vais simplement répéter que j'écris des nouvelles. Comme elles me viennent, je stocke. Et quand je vois un concours de nouvelles qui m'interpelle, eh bien, j'adapte la nouvelle à la longueur et au nombre de mots qui est décidé. Sachant que la recette de Maupassant marche toujours, plus c'est réduit, comme vous le disiez, moins il y a de détails et plus il y a d'émotions. Et la recette vaut toujours, si bien que je gagne de temps en temps des concours de nouvelles à gauche, à droite. Ce n'est pas une spécialité, puisque ma spécialité, c'est la peinture.
et que j'ai exposé pendant 3 mois à la cathédrale de Toul, une cathédrale moyenâgeuse, une série de peintures irreligieuses grâce au curé doyen, racontant le long chemin de croix de l'humanité jusqu'à nos jours, dans un discours qui était celui d'un chrétien athée, on va dire. C'était la première exposition, j'en suis très fier, depuis le Moyen-Âge, d'une exposition de peinture dans un lieu comme une cathédrale. Pour nous, c'est l'ancienne cathédrale, puisque Toul était un évêché. Je suis très fier, là je reprends mon texte parce que là je ne peux pas improviser. Je suis très fier d'être devant vous, fier et heureux d'avoir partagé dans ma ville natale, minière et d'immigration, avec mes copains français, italiens, polonais, toute une enfance européenne avant l'heure, avec des amitiés durables et des liens qui sont, en dehors du fait que je ne les vois plus, restés inscrits dans mon imaginaire, comme le montre le texte. Le passage. Ce passage, cet épisode romancé certes mais sincère, je le dédie à la fille de mon copain d'école, Hugo Hugolini, Viviane, que nous rencontrons régulièrement. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai eu la chance d'avoir des passages du livre. Donc j'ai fait un choix, c'est toujours délicat, mais c'est pour... vous montrer des choses que j'ai pu entrevoir dans les passages. C'est le traitement du quotidien avec beaucoup d'humanité, mais aussi d'aborder les interdits familiaux. Bref, je dirais que c'est un livre de sentiments. Voilà. Et je vais vous lire un petit passage. Je ne sais pas si ça va vous amener à le lire ou pas, mais j'ai trouvé sympa quand on parle de ces enfants. Je cite. « C'est en refermant la porte de fer du jardin qu'ils ont su qu'ils n'étaient presque plus tout à fait des enfants. Dans leur tête, la romance italienne qui résonne en sourdine est celle de la voûte sombre de la chauve-souris. Et le crapaud solitaire a rentré ses épaules dans la maison de 3 briques. » Franchement, ça paraît... y a un côté sympa, naïf, jaune, frais. Voilà, faut le lire. Voilà. Donc, c'était une façon de vous accompagner. Et puis après, je me suis dit, bon, on est au Sénat. Le Sénat, c'est Victor Hugo. Donc, j'ai trouvé une petite citation qui va faire un prolongement entre le moment très officiel que nous vivons ensemble et puis l'aspect aussi convivial. Et je me suis dit, Victor Hugo a dit tellement de choses justes. Il a dit, très simplement, lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Donc, ça nous permettra de passer une très belle soirée. Et pour finir, je voudrais vous dire, il n'y a jamais des livres en trop, mesdames, messieurs. Jamais, jamais. Nous sommes à la 6e édition du prix, et le prix Machiavelli pour les romans français, en langue originale française, qui parle de l'Italie, de son histoire et aussi de son lien avec la France. C'est un prix nouveau qui existe grâce à l'intelligence et au travail de Jean-Raphaël et de Valérie, qui font un travail incroyable. Vraiment, il est difficile d'imaginer à quel point je ne dis pas qu'ils vivent pour leur initiative, mais leur initiative pour l'amitié franco-italienne sont vraiment pour eux le résultat d'une authentique passion, des sentiments. Et là, la relation franco-italienne est au centre de ce prix. Il y a eu le traité du Quirinal qui a consacré la culture comme un élément fondamental de notre relation, de notre amitié. Et il est rare de trouver un moment dans notre histoire comme l'actuel où la relation franco-italienne a un sens profond à l'intérieur de l'Europe et où la culture a un sens profond dans la relation franco-italienne. Donc, ce prix est vraiment, et tous ces prix, pas que le prix pour les romans, mais tous ces prix sont vraiment, tombent au bon moment. On est à la 6e édition et je veux citer les noms des membres du jury du prix du roman.
Maria Vaselli, Elisabetta Ribolla, Nathalie Fordelone, Hélène Langlois Montefort, ex-juge d'ailleurs, Alain Ricci, retraité inspecteur de l'Académie de Créteil, Henri Petteni. Ils sont 6 pour moi, plus moi, je suis le 7e, comme les 7 péchés capitaux. Hein. Mais il faut dire que le seul péché capital qu'on a assumé pendant les réunions du jury a été la gourmandise. Hein, ma tâche est de vous illustrer les gagnants, après avoir dit quand même celle qui est, je crois, l'importance de ce prix à un moment où la littérature a une position fondamentale dans la culture de nos deux pays et où, malheureusement, les romans traduits dans la langue de l'autre sont rares, rarissimes parfois. Hein? On s'étonne parfois de voir des romans italiens non traduits en français. Et j'ai fait une petite recherche sur les romans français de l'année dernière, traduits en langue italienne. Laissez-moi dire, c'est presque scandaleux. Hein? Là, il y a des super experts de littérature franco-italien présents et ils pourront dire si j'ai raison ou tort, mais je crois avoir raison. Donc, je commence par le prix, la mention de couverture. C'est pour ça qu'il reste à côté de moi, parce que toutes les fois que je me trompe, Valérie, avec beaucoup de tendresse. Et donc, la mention qui a gagné après une longue discussion à l'intérieur du jury, hein, parce que cette année, le jury a bien discuté. Et donc, c'est le livre « Il y a quelqu'un qui t'aime en France » de Antoine Caputo. Messieurs les sénateurs, messieurs les députés, mesdames, messieurs en vos qualités respectives, bonsoir. Bonsoir à tous. Un grand merci à vous d'être venus et un grand merci au jury de m'avoir choisi. Juste 2 mots. Vous l'avez entendu, mon nom est Antoine Caputo. Évidemment, je suis d'origine italienne. Je suis fils d'immigrés, d'Italiens, venus en 1946 en France, en provenance de cette belle province que l'on appelle la Puglia en italien et en français au pluriel les Pouilles. Ils sont venus en France pour assurer un avenir meilleur à leur progéniture et ils se sont installés justement pour travailler en Lorraine dans ce que l'on appelait le siège des mines de fer et de la sidérurgie. Voilà. Mes parents m'ont inculqué le respect des institutions du pays qui les avait accueillis. Et ils m'ont également transmis une certaine déférence à l'égard de la langue de cette nation qui les recevait, à tel point qu'ils voulaient exprimer une gratitude à l'égard de ce pays. Et ils m'avaient fait promettre, étant petit, que je serais toujours premier en français durant ma scolarité. Je vous assure, j'ai tenu ma promesse. J'avais cette histoire qui trottait dans ma tête depuis longtemps. On me l'avait racontée pendant mon adolescence. Et un jour, cela m'a pris, j'ai eu envie de vérifier si ce que l'on m'avait raconté était vrai. Je suis donc descendu dans le sud de l'Italie, dans cette belle province que l'on appelle les Pouilles, et j'ai fait un maximum de recherches, d'investigations, de vérifications. Et une fois que j'ai acquis effectivement la certitude que les faits que l'on m'avait rapportés étaient réels et vrais, à ce moment-là, je suis passé à la phase rédaction. J'ai toujours écrit. Tout au long de ma carrière professionnelle, j'écrivais des comptes rendus, des rapports, des analyses, des synthèses, mais dans un style administratif et juridique. Et à ce moment-là, j'ai eu envie d'avoir une rédaction plus libre, mais également plus littéraire. Apparemment, ça m'a réussi. C'est un grand plaisir de faire votre connaissance, monsieur. On a décidé de donner une
quand même de citer, d'inviter ici l'autrice de cet autre livre, Clara Placenti. Placenti o Placenti? Placenti, ecco, bravo, all'italienne. Brava Chiara, vieni. Le carré des âmes perdues. Je suis très contente de présenter mon livre aussi parce que ça m'a demandé beaucoup de travail, mais c'est surtout un hommage à ma mère qui est née dans un petit village de Sardaigne. Je pense qu'il y a des Sardes dans la salle, hein, d'en avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas la Sardaigne, ben bien sûr, il faut y aller. Et mon livre est un peu un guide touristique, mais un peu particulier, mais un policier, et que je voulais transmettre. Voilà, merci à tous. Merci. Merci à vous. Michel Fessler est scénariste et réalisateur et il a fait le scénario de La Marche de l'Empereur, qui est ce film extraordinaire qui est entre écologie, nature et envie de créer un monde différent. Donc, ça m'est resté. Donc, quand j'ai vu que vous aurez été là à retirer le prix qu'on vous a donné pour ce livre, j'étais doublement satisfait. Le livre n'a rien à voir avec les penguins. Par contre, c'est une histoire tout à fait particulière, franco-italienne, à cheval de ce grand secret qui est la fabrication des miroirs. Et Louis XIV était jaloux de... La jalousie, c'est un autre péché capital. Des miroirs italiens réalisés à Venise, à Murano. Et il a tout fait pour avoir ce secret. Et voilà, on ne dit pas la fin, parce que sinon il faut le lire quand même. Messieurs les sénateurs, monsieur les députés, c'est un honneur pour moi de recevoir un prix dans cette maison. Je remercie aussi le Cercle, Léonard, son président, et les jurés et ceux qui m'ont attribué ce prix. Je sais à quel point c'est un travail de discussion, de lecture profonde. Alors, moi, c'est vrai que vous avez cité, je suis scénariste, j'ai écrit 35 films, j'ai coécrit Ridicule de Patrice Lecomte, je connais très bien le XVIIIe siècle, mais là, j'ai voulu traiter de quelque chose qui m'avait fasciné, qui était comment les Français se sont procurés le secret alchimique de la fabrication des miroirs. C'est un vol industriel, hein. Voilà, c'est de l'histoire moderne, c'est très intéressant. Et comment, avec l'espionnage, les Français sont arrivés à le faire. Et moi, je me suis dit, voilà, j'adore Venise, ma femme aussi, on y va très souvent, c'est une ville qui est dans notre cœur. Et je voulais écrire un roman montrant le génie de la peinture vénitienne. Je suis un passionné de Giovanni, Gentile, Jacopo, le père Bellini, la peinture vénitienne, l'architecture aussi vénitienne. Et cette ville me fascine. C'est les méandres de ces rues, le fait qu'elles soient sur l'eau. Et donc voilà, je me suis dit, mais je vais traiter d'un roman d'espionnage qui m'emmène de Versailles à Venise. VV, comme les deux V d'une victoire. Et voilà, j'ai commencé à écrire, et plus je travaillais sur le roman, plus cette ville m'a imprégné de choses. Je voudrais dire que vous avez parlé de poésie, moi je suis un grand lecteur d'Eugenio Montale, qui est un poète immense italien, qui a eu le prix Nobel en 1955, qu'on a un peu oublié en France. J'ai toujours lu Pavese, Moravia, j'ai toujours été sensible à la littérature italienne. Et c'est vrai que le manque de traduction d'un côté ou d'une autre, j'ai été fasciné par avoir travaillé dans le cinéma, par la culture du cinéma italien. On a eu pendant 20 ans les plus beaux films européens du monde dans des coproductions franco-italiennes. Et j'en parlais beaucoup avec mon ami Jacques Perrin, qui était très proche de l'Italie, qui a fait une carrière énorme en Italie. Voilà, donc j'ai écrit, si vous voulez, voilà, ce roman, mais comme je dirais, un roman d'espionnage, mais avait intégré toute la culture et la passion que j'avais pour la peinture. Et donc, c'est très curieux comme roman. J'ai ma passion de la peinture, j'ai ma passion de Venise. Et voilà.
Et mon éditeur, Stéphane Vatlac, a fait un travail admirable d'édition entre le papier, les illustrations. Et d'ailleurs, je signale qu'il a déjà eu le prix, sa maison d'édition, avec Masaccio. Un habitué. Oui, on va dire un habitué de l'Italie. Voilà, ce roman m'a fait vibrer et j'espère qu'à l'arrivée, ça fera peut-être un film. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Écoutez, on passe au prix Machiavel, le prix phare. Ce livre publié par les éditions Gallimard est vraiment particulier, beau, intéressant. Et la période est à cheval entre le 15e et le 16e siècle. La scène, évidemment, l'Italie, Rome, mais aussi Florence. Une Italie au centre de l'Europe et en même temps terrain de conflits européens. Une Italie où il y a des génies dans tous les domaines et où la lutte pour le pouvoir passe par la religion, passe par la famille. Et ce jeu de ce puzzle entre religion, famille, pouvoir, Italie, problème d'une Europe entière et problème de villes italiennes, avec leur tradition, avec leur système de pouvoir, et avec tout, les sentiments, les ambitions. Et les choses bonnes et mauvaises de l'être humain, cette recherche aussi sur les personnes et sur les caractères, et donne comme résultat un livre qui mérite largement ce prix. Je remarque seulement que à ce moment de l'histoire européenne, l'année 1500, un ambassadeur de la République de Florence arrive. Un ambassadeur de Florence, elle était République en 1500. Ben, un ambassadeur de Florence. Hein? Je ne voudrais pas, parce que ça changeait. Mais un ambassadeur de Florence arrive à Nevers, rencontrer à la cour de France. Cet ambassadeur s'appelle Niccolò Machiavelli. Donc, c'est normal, parce que le prix Machiavelli récompense un livre qui parle de l'Italie de cette période. Niccolò Machiavelli, qui écrit un livre, à son tour, sur les choses de France, sur son expérience en France, où il dit les rois de France sont très riches et leur richesse et leur force dérivent de la cohésion de leur pays, de leur pays, de leur royaume. Comme quoi, la force d'un pays vient d'institutions qui marchent. Aucune allusion à la réalité actuelle. Bravo. À vous la parole. Remercier évidemment le Cercle Léonard de Vinci pour ce prix qui me touche particulièrement parce que associer l'ambition Alexandre Farnèse, qui est donc le héros du premier tome de cette trilogie, à Machiavel, c'est une réparation en fait. Comme si on réparait une erreur de Machiavel, puisque une des choses qui m'a fascinée dans cette histoire que j'ai racontée, c'est le prince, évidemment, qui a inspiré Machiavel, qui est César Borgia. Et pour moi, Nicolas Machiavel, quand il a écrit ce livre, ne savait pas qu'il allait croiser la route aussi de l'homme qui allait accomplir d'une certaine façon le destin, pas rêvé, mais peut-être imaginé ou souhaité pour l'un des politiques les plus habiles de l'histoire de l'Italie, qui est Alexandre Farnèse, qui deviendra donc pape Paul III. Et donc, c'est une vraie réparation d'obtenir ce prix Machiavel pour mon livre sur Alexandre Farnèse. Et puis, une deuxième chose importante aussi, puisqu'on est avec cette association qui a au cœur de resserrer les liens entre l'Italie et la France, bien qu'il soit très fort naturellement, mais n'empêche qu'il faut sans arrêt
créer des occasions de créer des ponts entre ces deux pays, c'est qu'Alexandre Farnèse a créé cette fameuse dynastie des ducs de Parme à la frontière avec l'Empire et l'Italie. Et comment il a réussi? C'est parce qu'il a été au fond le plus proche de la France et le pape qui a senti le mieux à quel point pour réussir son projet familial et dynastique, il devait se rapprocher de la France. Et c'est d'ailleurs pour ça que sa descendante, Élisabeth Farnèse, a épousé un des descendants de Louis XIV, Philippe V d'Espagne, et que finalement, la dynastie est devenue française avec les Bourbons-Parme, et qui a permis aussi à l'ambassade de France d'être le palais Farnèse et donc d'être le lieu de la France en Italie. Voilà. Donc tout ça fait énormément de sens et merci infiniment. Grazie. On passe à la deuxième phase de notre soirée. Alors ce soir, on va parler de plusieurs femmes. Et depuis plusieurs années d'ailleurs, ces femmes extraordinaires ont été à nos côtés pour promouvoir la culture italienne et nos événements. Bien qu'elles ne soient pas italiennes, elles partagent toutes un amour passionné pour l'Italie, chacune à leur manière unique. La première a initié de nombreux événements autour de l'Italie depuis plus de 20 ans, dont la célèbre semaine italienne du 13e arrondissement. Elle a également été membre de notre jury littéraire et continue d'organiser des rencontres littéraires. Accueillons chaleureusement Jacqueline Zana-Victor. La deuxième est née à Genève. Elle a rejoint Paris dans les années 70 pour travailler à l'ambassade de Suisse dans le domaine de la communication. Cofondatrice du site Altri Italiani et présidente depuis 2009, elle fait la promotion de nombreux événements autour de l'Italie, y compris les nôtres, et nous lui en sommes profondément reconnaissants. Accueillons chaleureusement Michel Gesbert. La troisième a créé en 2006, au cœur du 9e arrondissement de Paris, avec Andrea Deritis, un espace petit mais riche, dédié aux livres en français et en italien. Elle reçoit de nombreux auteurs tout au long de l'année pour rendre la lecture accessible à tous. Elle est la principale fournisseuse de nos lecteurs en langue italienne et son adresse est la préférée de nos membres grâce à son accueil chaleureux et dynamique. Accueillons chaleureusement Florence Rowe. Je remercie chaleureusement, vraiment, mes deux amis qui sont là et qui ont créé ce prix qui valorise l'Italie. L'Italie, moi, je me sens plus italienne que française parce que c'est comme ça. J'ai créé le Festival italien à Paris il y a 6 ans, mais j'avais jumelé mon arrondissement, le 13e, avec le premier arrondissement de Rome, Semaine française à Rome et Semaine italienne à Paris. Et sachez que j'ai un appartement à Rome. Donc, c'est vous dire mon attachement à l'Italie. Et aussi, je voulais dire que ça me fait très plaisir que ce prix soit avec mes deux grandes amies. Nous nous parlons, nous nous voyons. Et donc, c'est une joie infinie que vous nous donnez à toutes les trois. Depuis 2003, nous avons pris l'habitude de mettre à l'honneur une personnalité de la vie publique française et qui fait la promotion de la culture italienne. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie et un immense plaisir que nous rendons hommage à un homme qui a marqué plusieurs générations, y compris la mienne. Il a été Léon dans Rocambole, Julien dans L'Homme du Picardie, et les commissaires Villeguet dans Un juge, un flic, et Massard dans Les 5 dernières minutes. Bien que je ne puisse citer toute sa filmographie, il a également été un acteur, un directeur et un metteur en scène de théâtre exceptionnel. Nous sommes réunis pour célébrer non seulement sa carrière remarquable de comédien, mais aussi sa contribution inestimable à la culture en portant fièrement son identité italienne. Son parcours est un témoignage de passion, de dévouement et d'excellence. Il a su avec brio incarner une multitude de personnages, nous faisant rire, pleurer et réfléchir. Son talent a traversé les frontières et il est devenu un ambassadeur de l'art dramatique, inspirant des générations de comédiens. Son héritage italien qu'il a toujours mis en avant a enrichi son art et apporté une dimension supplémentaire à ses interprétations.
Et il a su mêler la gestuelle expressive et la passion méditerranéenne à la finesse de la langue française, créant ainsi un style unique et inoubliable. Ce trophée est une reconnaissance méritée de sa contribution exceptionnelle au monde du théâtre et du cinéma. Il symbolise notre gratitude et notre admiration pour l'ensemble de son œuvre. Et d'ailleurs, nous avons découvert lors de notre soirée des mécènes le 11 juin 2024 une autre facette de son talent, puisque ce jour-là, il nous avait régalé en chantant Paolo Conte, qu'il a traduit en français. Alors, au nom de tous ceux qui ont été touchés par son art, je te dis merci. Merci pour les émotions que tu nous procures. Encore merci pour les rires et les larmes. Et merci d'avoir porté si haut les couleurs de l'Italie. De tout cœur, merci, Pierre Santini. Je suis bien entendu très touché de tout ce que tu viens de dire. C'est profondément émouvant pour moi. Et c'est un grand bonheur, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, d'être ici, puisque je suis, comme vous, un citoyen de double nationalité. Voilà. Grâce au fait que si je suis né à Paris, j'ai le droit du sol me donne le droit d'être français, mais de père italien qui est resté italien jusqu'à sa mort, et donc je suis aussi italien. Et cette double nationalité, j'ai pu l'avoir puisque la France et l'Italie ont décidé de faire un accord après les périodes difficiles de la Seconde Guerre mondiale, un accord pour dire que tous les fils d'Italiens nés en France avaient le droit à la double nationalité. Alors cette double nationalité, elle est une identité, disons, administrative et politique, mais elle est aussi dans le cœur de celui qui partage cette double nationalité, parce que on se sent à la fois, je suis né à Paris, et je suis profondément parisien, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser sans arrêt à mes origines italiennes et au fait que l'Italie est restée aussi proche de moi que l'endroit où je vis, c'est-à-dire cette région de France si belle et si historique. Mon père était de Rome, à côté de Rome, Tivoli, petite ville qui existait avant Rome, Tibur Superbum. Et mon père a tenu à rester italien toute sa vie. Il nous a donné l'amour de l'Italie, bien que je sois né avant la guerre de 40, je n'ai pu aller en Italie qu'à partir de l'âge de 10-11 ans. Et là, j'ai découvert ma famille paternelle, j'ai découvert la langue italienne que je ne parlais pas. Et mon père, qui avait vécu cette Seconde Guerre mondiale de manière assez douloureuse, parce que vivre à Paris, quand on est italien, pendant cette période-là, c'était assez difficile. Mon père a tenu, après ce conflit mondial, a tenu à réconcilier, à participer à la réconciliation de la France et de l'Italie, et avait créé à l'époque, mon père était un artiste peintre, un très bon artiste, Pio Santini, et il avait tenu à créer prendre 2 ou 3 initiatives qui permettaient à la France et l'Italie de se retrouver. Il avait créé les Romains à Paris, qui nous permettaient, non seulement aux Romains, mais à tous les Italiens de la péninsule, de se retrouver au Bois de Saint-Cloud, au chez Pocardi, et pour faire des fêtes avec des familles françaises de leurs amis. Et puis, il avait créé aussi le Prix Villa d'Este, la Villa d'Este qui se trouve à Tivoli, vous le savez, le Prix Villa d'Este qui récompensait chaque année des artistes français qui étaient invités un mois à Tivoli en gratitude, en remerciement de leur talent. Et la France, d'ailleurs, Paris avait, en remerciement de ce prix Villa d'Este, créé le prix Montparnasse qui récompensait chaque année les artistes italiens qui étaient invités chaque année à Paris, dans le quartier de Montparnasse, une année dans le 6e, une année dans le 14e. Voilà, tout ça fait que, comme en plus ma mère, qui était parisienne comme moi, mais qui était le père italien, mon grand-père s'appelait Pietro Croci, c'était un grand journaliste, il avait été directeur du Corriere della Sera, et je ne l'ai pas connu parce qu'il a disparu avant ma naissance, mais ça m'a permis tout ça de cultiver en moi cet amour, cette dualité, mais cette dualité amoureuse pour la France et l'Italie. Je me sens en permanence, je me sens les deux. J'appartiens aux 2 cultures, aux 2 nationalités. Ces 2 cultures qui sont à la fois voisines, mais en même temps très personnelles, très différentes.
les langues sont des mêmes origines, mais en même temps, la pratique de la langue, la pratique de la vie quotidienne, la pratique de l'expression et de la culture ont leurs différences. Elles m'ont nourri en tant qu'artiste, elles m'ont permis dans mon jeu d'acteur, elles m'ont permis dans mon travail de mise en scène, dans mon écriture et tout ça, elles m'ont permis de utiliser un tout petit peu ces deux sources très vivantes et très, très, très belles de la culture et de l'inspiration et de la poésie française et italienne. Donc merci de me remercier, de témoigner de manière officielle cet amour que je ne tiens pas caché, mais qui en même temps est au fond de moi de manière très présente, mais que je n'ai pas toujours l'occasion d'exprimer, parce que la vie est faite comme ça. Voilà. Donc je vous remercie tous pour votre présence et pour votre soutien, et je suis très content.